Il n'y a rien alentour, seulement l'immensité d'une blancheur glacée, celle des neiges du Groenland et des vents mordants qui frappent votre visage. Rien ne laisse présager la catastrophe. Vous avancez d'un pas, puis vous vous figez, horrifié. Un abîme s'ouvre sous vos pieds. Si vous aviez fait un pas de plus, il vous aurait englouti, ce trou légendaire du Groenland. Cela s'est produit au milieu des années 2010. Un groupe de géologues scrutait le glacier groenlandais de Hiawatha avec un radar lorsqu'ils aperçurent quelque chose de totalement inattendu. Une fosse géante, plus de 300 mètres de profondeur et près de 30 km de large. C'est suffisant pour englober Washington ou Paris. Après avoir longuement scruté leur radar, les chercheurs déconcertés ont décidé de percer le mystère de cette immense dépression. Serait-ce l'œuvre d'une érosion ordinaire, un volcan dévastateur, un impact d'astéroïdes, ou même un monstrueux ver de sable? Peut-être ai-je exagéré avec cette dernière idée, mais qui sait ce que ces anciens glaciers peuvent encore nous réserver? Quoi qu'il en soit, ce mystère en a appelé un autre, qui défiait la compréhension des scientifiques depuis plusieurs décennies. Et pour élucider ces deux énigmes, il leur fallait un élément aussi banal que fondamental. Le quartz, l'un des minéraux les plus répandus dans la croûte terrestre. Mais avant de nous aventurer plus loin dans cette investigation, permettez-moi de faire une petite parenthèse pour évoquer un phénomène étrange, l'événement du Dryas récent. Pour comprendre ce phénomène, nous devons remonter dans le temps. Il y a environ 12 900 à 11 600 ans. À cette époque, la planète a subi un refroidissement important, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Abordons à présent ce changement climatique étrange dans l'hémisphère nord. Plusieurs théories existent. L'une évoque un changement des courants dans l'océan Atlantique, une autre mentionne un événement de grande ampleur projetant des tonnes de poussière, bloquant ainsi la lumière du soleil. Les deux hypothèses les plus plausibles sont une éruption volcanique ou un impact d'astéroïdes. En effet, une éruption volcanique a eu lieu en Allemagne à peu près à cette époque. Mais il est aussi possible qu'un objet spatial ait frappé la Terre durant cette période. Revenons maintenant au trou découvert au Groenland. Lorsque le programme Icebridge de la NASA et l'Institut Alfred Wegener ont fait cette découverte, il semblait que la cause de l'événement du Dryas récent était enfin élucidée. Mais était-ce réellement un astéroïde qui avait creusé ce gouffre et provoqué la chute des températures de l'hémisphère nord? Pour vérifier cette hypothèse, les chercheurs avaient besoin de quartz. Le quartz, sous sa forme pure, présente une structure simple. Il est composé de tétraèdres de silicium et d'oxygène. Il est aussi efficace qu'esthétique, avec ses cristaux prismatiques à 6 faces. En raison de la simplicité de sa structure et de la disponibilité de ses composants, le quartz peut être trouvé dans presque toutes les roches de la planète. Au fil du temps, les roches plus grandes s'érodent, libérant des grains de sable de quartz. Les scientifiques étudiant la fosse mystérieuse ont collecté le sable de quartz qui avait été expulsé sous le glacier. Cela permettait d'observer les roches situées au fond du gouffre sans avoir à y descendre. Pratique, n'est-ce pas? En analysant ce sable, ils ont découvert des grains de quartz marqués par des signes évidents de catastrophe. Des PDF étaient visibles sur toute leur surface. Non, on ne parle pas là d'un format de document. Les PDF désignent les éléments plans de déformation qui apparaissent sous forme de lignes gravées à la surface du cristal. Ces lignes sont caractéristiques du quartz choqué, qui se forme sous une pression extrême lorsque les cristaux internes sont déplacés. Le plus fascinant est que le quartz choqué ne se forme que sous des forces extrêmes, comme celles générées par des impacts massifs ou de violentes explosions. En d'autres termes, la découverte de quartz choqué sous le glacier Hiawatha pourrait constituer la preuve tant recherchée que le cratère était le résultat d'un impact gigantesque, causé par un objet tout aussi colossal. Selon la taille du cratère, cet objet spatial aurait probablement mesuré plus de 1600 mètres de diamètre, soit 2 fois la hauteur du Burj Khalifa de Dubaï. Une météorite de cette taille aurait brillé 3 fois plus intensément que le Soleil lors de son passage dans le ciel et aurait frappé la Terre avec une force considérable.
l'impact aurait été d'une telle ampleur qu'il aurait vaporisé la roche et projeté des débris à des centaines de kilomètres à la ronde. Le ciel aurait alors été obscurci par une épaisse poussière, diminuant la luminosité du soleil et provoquant un refroidissement global. Et devinez quoi? Cette réduction des températures a suscité un grand enthousiasme chez les chercheurs, car elle a donné naissance à l'hypothèse selon laquelle cet impact pourrait être lié à l'événement du Dryas récent. Afin de valider cette théorie, ils ont de nouveau fait appel au quartz. Ils l'ont alors examiné de manière plus approfondie pour tenter de dater l'impact. Et quelle ne fut pas leur surprise? Le cratère de Hiawatha ne datait pas de 12 000 ans, mais de 58 millions d'années. D'un côté, les chercheurs étaient déçus de ne pas avoir pu confirmer leur hypothèse, car le cratère ne permettait pas d'expliquer le refroidissement du Dryas récent. D'un autre côté, cette découverte restait d'une importance capitale. Préparez-vous à un dernier rebondissement dans cette affaire, qui concerne une fois encore le quartz. Des chercheurs ont récemment mis au jour de nouveaux gisements de quartz choqués, disséminés sur l'ensemble de ce qui constitue aujourd'hui l'Est des États-Unis. Il était enfoui dans des strates sédimentaires datant de la période juste avant le Dryas récent. Fait surprenant, aucun cratère n'a été observé à proximité de ces sites. Mais le quartz ne saurait mentir. Il atteste d'une puissante explosion. Cela conduit les scientifiques à penser que leur hypothèse d'un impact pourrait encore se vérifier. Toutefois, au lieu d'une collision directe, il pourrait s'agir d'une explosion aérienne. Une comète géante aurait pu se désintégrer lors de son entrée dans l'atmosphère terrestre il y a environ 12 000 ans, et ces fragments auraient explosé avant d'atteindre la surface. Cet événement aurait entraîné des incendies à travers toute l'Amérique du Nord, perturbant tellement le climat qu'il aurait pu déclencher le Dryas récent. Il semble que nous devions patienter un peu avant que les scientifiques ne fournissent davantage de preuves pour confirmer cette hypothèse. Cela dit, d'autres phénomènes intéressants restent à explorer au Groenland. Par exemple, ces trous fascinants, bien plus petits que le cratère dont nous parlions, mais néanmoins intrigants. On les appelle des moulins, et leur rôle est d'acheminer l'eau de fonte en surface jusqu'à la base de la calotte glaciaire. Mais ces moulins nous réservent également quelques surprises. En effet, d'après une étude récente fondée sur des observations directes et des explorations de terrain, leur taille est bien plus importante que ce que nous imaginions. Plus intéressant encore, ce volume accru pourrait avoir une influence sur la stabilité de cette immense calotte glaciaire et sur la rapidité avec laquelle elle se déplace vers la mer. Les chercheurs estiment que l'augmentation de la profondeur et de la pression de l'eau à l'intérieur des moulins pourrait agir comme un lubrifiant à la base de la calotte glaciaire, accélérant ainsi son déplacement, un peu comme un glaçon glissant sur une fine couche d'eau. Jusqu'à récemment, nous ignorions presque tout de la véritable taille des moulins et de la quantité d'eau qu'ils pouvaient contenir. Aujourd'hui, nous savons qu'ils peuvent être gigantesques. L'équipe de recherche a effectué 2 expéditions sur la calotte glaciaire du Groenland, en 2018 et en 2019. Lors de chacune de ces missions, il leur a fallu descendre en rappel à près de 100 mètres de profondeur, dans 2 moulins distincts, frôlant presque la surface de l'eau. Ceux qui ont pris part à cette exploration l'ont décrite comme une expérience intimidante. Imaginez-vous au bord du vide, le dos incliné vers l'abîme, avec pour seul horizon une glace aux reflets bleutés qui s'enfonce dans les ténèbres. Le silence n'est rompu que par le fracas sporadique de la glace qui se brise. Une immersion aussi vertigineuse qu'inquiétante. Il y a une mystérieuse dépression dans le champ magnétique de notre planète, et elle s'agrandit progressivement. Elle s'étend de l'Amérique du Sud à l'Afrique, et ce qui est effrayant, c'est qu'elle affaiblit le bouclier qui protège la Terre contre les rayons du Soleil. On l'appelle l'anomalie de l'Atlantique Sud. Et bien que la plupart des habitants de la Terre n'en ressentent pas encore les effets, les satellites et les engins spatiaux qui la traversent en subissent déjà les conséquences. Au cœur de notre planète se trouve une énorme boule de fer et de nickel en fusion, le noyau externe. Le métal qu'il contient est extrêmement chaud et il est en mouvement constant. Ce mouvement crée des courants électriques et lorsque l'électricité circule, elle génère un champ magnétique. Ce champ entoure toute la planète comme une bulle protectrice. Sans lui, la vie sur Terre serait en grand danger. Le Soleil émet des particules chargées sous la forme de vents solaires qui pourraient peu à peu détruire notre atmosphère. Mais pour l'instant, le champ magnétique dévie la plupart de ces particules et nous protège. D'autres planètes dépourvues de champ magnétique, comme Mars,
ont vu leurs atmosphères se volatiliser, et toute vie y est devenue impossible. En outre, sans champ magnétique, notre technologie et tous nos équipements se dérégleraient complètement. Les satellites, les réseaux électriques et même les avions seraient affectés par l'intensité des radiations. Cela entraînerait des pannes de communication, des erreurs de GPS et des coupures de courant. Et aujourd'hui, quelque chose d'étrange est en train de se produire sous le continent africain. Une immense masse de roches denses est profondément enfouie. À l'intérieur de la Terre, le superpanache d'Afrique a grandi et perturbe le champ magnétique. Les scientifiques pensent que cette chose étrange perturbe le flux du noyau externe et, par suite, le champ magnétique qui se trouve au-dessus. Cette perturbation est ce qui affaiblit le bouclier qui recouvre l'Atlantique Sud. C'est comme une fissure dans un pare-brise. Il ne se brise pas immédiatement, mais il s'affaiblit à mesure que le temps passe. La NASA le surveille tout ça de près. Les satellites qui traversent cette anomalie subissent des dysfonctionnements aléatoires, ainsi que des pannes. Parfois, un déferlement de particules solaires à haute énergie produit même des courts-circuits. Les opérateurs de mission doivent donc éteindre les systèmes avant d'entrer dans la zone affectée. Et c'est de pire en pire. L'anomalie dérive vers l'ouest. Cela signifie que de nouvelles zones pourraient tomber sous son influence. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'elle semble se diviser en deux. Notre planète serait donc sur le point d'avoir deux points faibles, et non plus un seul. Et voici quelque chose de fou. Certains scientifiques croient que tout cela fait partie d'un cycle à long terme qui se répète depuis plus de 11 millions d'années. Ce cycle pourrait entraîner l'inversion de nos pôles magnétiques. Le nord pourrait devenir le sud, et vice-versa. Les pôles magnétiques de la Terre se sont déjà inversés par le passé, bien que la dernière inversion ait eu lieu il y a 780 000 ans, bien avant que les humains ne commencent à parcourir la planète. Ces inversions se produisent tous les quelques centaines de milliers d'années. Certains se demandent si cette anomalie pourrait être le début d'une nouvelle inversion. Les scientifiques ne savent pas s'il s'agit d'un retard ou d'une phase. Heureusement, si une telle inversion devait se produire, elle ne serait pas instantanée. Elle pourrait même prendre des milliers d'années. Mais à mesure que le champ s'affaiblit, des quantités de plus en plus grandes de radiation atteignent la Terre. Et elles finiront non seulement par perturber notre technologie, mais aussi par nous affecter directement, ainsi que les schémas de migration animale. De nombreuses espèces utilisent en effet le champ magnétique pour se déplacer. On a cependant trouvé quelques coupables potentiels. Il y a deux énormes et mystérieux amas de matière chaude et dense profondément enfouis sous la surface de notre planète. L'un se trouve sous l'Afrique et l'autre s'est formé sous l'océan Pacifique. On appelle cela des superpanaches. Essentiellement, ce sont d'immenses formations souterraines qui ressemblent à des rochers. Ces deux amas sont gigantesques. Ils sont des centaines de fois plus grands que le mont Everest et s'étendent sur des milliers de kilomètres. Ils constituent environ 6% du volume total de la Terre et sont l'une des plus grandes caractéristiques géologiques présentes à l'intérieur de notre planète. Ils sont également très étranges. Ils seraient structurés davantage comme des arbres que comme des montagnes. Les scientifiques les ont d'abord imaginés comme de la roche adoucie. Cependant, selon les techniques d'imagerie les plus récentes, il semblerait qu'ils possèdent en réalité des sortes de branches dentelées s'étendant verticalement. Un peu donc comme les branches d'un arbre, et ils alimenteraient les volcans de surface, comme ceux d'Hawaï, par exemple. Les scientifiques ne savent toujours pas exactement ce que sont ces amas. Toutefois, ils pensent qu'ils contrôlent une grande partie de ce qui se passe à la surface de la Terre. Des phénomènes tels que les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, et bien sûr, les modifications du champ magnétique. Il se peut qu'ils soient également liés aux supervolcans et aux extinctions de masse. Ils seraient en mesure de provoquer des éruptions semblables à celles qui se sont produites dans les temps anciens, celles qui ont anéanti des espèces entières. Si ces amas sont effectivement liés aux supervolcans, ils pourraient bien avoir engendré des catastrophes absolument incroyables par le passé, et pourraient même causer davantage de problèmes à l'avenir. Mais ils nous aident aussi à contrôler la tectonique des plaques, qui affectent les tremblements de terre et la formation des montagnes. On pense également qu'ils contiennent des matériaux appartenant au premier temps de notre planète, ou même de Theia, la mystérieuse planète qui aurait percuté la Terre et participé à la formation de la Lune, il y a environ 4,5 milliards d'années. Enfin,
La Terre respire en quelque sorte au travers de ses poches. L'attraction gravitationnelle du Soleil et de la Lune étire légèrement la Terre, la faisant se soulever et s'abaisser comme la houle. Mais les scientifiques ont découvert que ce mouvement de marée est légèrement déséquilibré au-dessus des amas. Il semble interférer avec le mouvement même du manteau terrestre. Ces deux immenses structures affectent le comportement de notre planète, ce qui est extrêmement dangereux. Nous n'avons appris que récemment comment ces amas sont apparus. En cause, la croûte océanique submergée. Au cours de centaines de millions d'années, certaines parties du plancher océanique se sont enfoncées profondément dans le manteau terrestre. Ces dalles de roche se sont empilées tout au fond. Et de cette façon, elles ont lentement formé ces énormes masses de croûte recyclées. Les scientifiques ne s'accordent pas sur la question du poids des amas par rapport à celui du reste du manteau. Une étude a suggéré qu'ils seraient plus denses, ce qui signifierait qu'ils sont constitués de matériaux plus lourds. Une autre étude a suggéré qu'ils seraient moins denses, ce qui pourrait vouloir dire qu'il s'agit de panaches de roches plus légers et plus chauds. L'amas africain est suspecté d'être l'une des causes de l'anomalie de l'Atlantique Sud. Mais les scientifiques enquêtent encore sur la façon exacte dont ils sont connectés. Étant donné que l'amas en question est une énorme masse dense reposant au-dessus du noyau externe, les problèmes pourraient être nombreux. L'amas est plus chaud et peut être chimiquement différent du manteau qui l'environne. Il pourrait donc perturber le noyau externe et affaiblir le champ magnétique. Un autre fait fascinant, ces amas pourraient contenir un océan d'eau emprisonné dans leurs minéraux. Les scientifiques ont en effet découvert que d'énormes quantités d'eau, plus que dans tous les océans réunis, sont piégées dans des minéraux présents dans les profondeurs du manteau. Un minéral, la ringwoodite, peut stocker de l'eau à l'intérieur de sa structure cristalline. Mais cela n'est possible que sous une pression extrême et à des températures extrêmement élevées, comme dans le manteau profond. Ainsi, il pourrait y avoir d'immenses réserves d'eau cachées à l'intérieur de ces masses. Pas des masses d'eau à proprement parler, bien sûr, mais des tonnes de petites molécules d'eau emprisonnées profondément sous la surface. Si cette eau venait à être libérée, elle pourrait potentiellement déclencher une activité volcanique immense, voire affecter le climat mondial. Mais ces amas ne sont pas le seul facteur responsable de cette étrange anomalie. D'autres facteurs y contribuent. Par exemple, l'inclinaison du champ magnétique terrestre, les changements dans le flux de fer du noyau, et même la tectonique des plaques. Cependant, les superpanaches aggravent d'accord les choses. Sans qu'on s'explique comment, ils continuent d'évoluer. Les scientifiques pensent que cela pourrait être dû au fait que des colonnes massives de roches chaudes, qu'on appelle des panaches mantéliques, s'élèvent des profondeurs de la Terre. Ces panaches pousseraient les énormes plaques de la croûte terrestre, et ce principalement dans l'océan Pacifique. Si cela était vrai, alors ces gigantesques poches souterraines ne restent pas immobiles, elles bougent, changent et façonnent la surface de la Terre en permanence, presque comme si elles étaient vivantes. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir ? Si la poche africaine continue d'évoluer, l'anomalie de l'Atlantique Sud pourrait s'agrandir ou se déplacer davantage, affectant plus de satellites et d'engins spatiaux. Nous avons à ce jour plus de questions que de réponses. Chaque nouvelle donnée nous aide à prédire comment les choses évolueront, et si nous devons craindre des scénarios plus pessimistes encore. Pour l'instant, la NASA ne panique pas, mais elle surveille ce phénomène de très près. Car qu'il s'agisse d'un changement inoffensif ou d'un signe de quelque chose de plus grave, une chose est claire, quelque chose change profondément à l'intérieur de la Terre. Il existe sur Mars une structure intrigante, un carré. Un carré presque parfait, isolé au milieu de l'infini désert rouge. Et il paraît trop impeccable, trop rigoureusement dessiné, pour être d'origine naturelle. Le chaos règne dans la nature, qui confère rarement aux choses un aspect si délibéré. Serait-ce Bob l'éponge? Allons donc. Dès que l'image est apparue, Internet s'est enflammé, comme à son habitude. Elle s'est répandue à toute vitesse sur les réseaux sociaux, alimentant une avalanche de théories. Certains y ont vu la preuve irréfutable qu'une civilisation intelligente avait jadis foulé les dunes martiennes. Examinons cela d'un peu plus près. L'image est bien réelle,
et la formation qu'elle montre est très ancienne. Elle a été capturée en 2001 par la caméra Mars Orbiter de la NASA, immortalisant un infime fragment du paysage martien. Et là se trouvait notre carré. S'agit-il là d'une trace laissée par une intelligence? Mars est aujourd'hui un monde désertique, baigné de rouille et de silence. Mais il fut peut-être, dans un lointain passé, une planète très différente, parcourue de fleuves tumultueux, bordée de vastes océans et survolée de lourds nuages. Dans un environnement aussi propice, la vie, si elle en a eu l'opportunité, aurait pu s'établir. Et il se pourrait bien qu'elle l'ait fait. Les scientifiques estiment qu'une forme de vie aurait pu exister sur Mars pendant une courte période, comprise entre 4,1 et 3 milliards d'années. Elle aurait émergé durant l'époque noachienne et perduré jusqu'à la fin de l'époque hespérienne. Pendant ce temps, sur Terre, les premiers océans n'en étaient qu'à leur genèse. La vie y balbutiait encore, sous forme de bactéries microscopiques nichées dans les cheminées hydrothermales des profondeurs marines. Tandis que Mars baignait déjà dans l'eau, notre planète ne connaissait ni flore, ni faune, uniquement une vie primitive luttant pour exister. Ainsi, Mars a pris une avance décisive dans la course à l'émergence de la vie. Son atmosphère, bien plus dense, aurait pu retenir suffisamment de chaleur pour maintenir l'eau à l'état liquide. Les vastes réseaux de vallées, ces cicatrices monumentales dans le paysage rouge, témoignent d'une histoire marquée par les pluies, les fleuves et les lacs. Et de gigantesques astéroïdes continuaient de percuter la planète, emportant peut-être avec eux des molécules organiques. Mais si cela est fondé, que s'est-il donc produit? Et où la vie est-elle passée? Une étude récente de la NASA révèle que la situation est plus complexe qu'on ne le pensait. Les astronomes imaginaient qu'un bouleversement avait frappé Mars, un événement cataclysmique, et son doux climat se serait évanoui. Son atmosphère se serait raréfiée. Privée d'un champ magnétique robuste tel que celui de la Terre, la planète aurait vu le rayonnement solaire éroder son enveloppe gazeuse, la laissant froide et aride. L'océan s'est tout simplement évaporé. Une partie de l'eau s'est échappée dans l'espace, tandis que le reste s'est figé dans le sous-sol, ou s'est retrouvé piégé au sein des calottes polaires. Ce qu'il en reste aujourd'hui n'est qu'un vestige spectral, des canaux asséchés et des dépôts salins. Pourtant, il semble que cette transformation n'ait pas été soudaine. Elle s'est opérée au fil de millions d'années, alors que la planète passait d'un monde chaud et humide à un désert froid et désolé. En réalité, Mars a conservé ses océans même après que les températures ont chuté sous le point de congélation. Certaines régions, notamment les basses terres du Nord, auraient pu demeurer humides pendant de nombreux siècles. Mais l'eau ne devrait-elle pas geler en dessous de 0 degré? En principe, oui. Toutefois, plusieurs facteurs auraient pu retarder ce phénomène. L'épaisse atmosphère de Mars, bien sûr, mais aussi la circulation d'eau tiède à travers des courants souterrains ou de surface. Et pendant cette période évoquée plus tôt, du Noachien jusqu'à la fin de l'Hespérien, la vie aurait très bien pu trouver un chemin. Sur Terre, les microbes prospèrent dans des conditions extrêmes, sous les glaces antarctiques, dans les sources hydrothermales abyssales, ou encore dans des lacs volcaniques chargés de toxines. La vie se moque bien de tels obstacles. Ainsi, ces époques martiennes auraient pu lui être propices. Mais ne vous y trompez pas, Mars n'a jamais été un Éden luxuriant. Même durant ses phases dites tempérées, elle ne ressemblait en rien à une planète verdoyante. Dans ses jeunes années, elle présentait des conditions plus extrêmes, plus proches de celles de la Terre primitive. Au cours de l'époque noachienne, elle était certes chaude, mais également humide. Puis le climat a basculé vers l'Hespérien. Les océans s'étendaient alors sur les basses plaines du Nord. Les températures ont chuté, et la neige s'est accumulée, formant d'immenses glaciers dans l'hémisphère sud, métamorphosant la planète en un désert glacé. L'existence d'une vie microscopique à cette époque est plausible. Mais une civilisation intelligente, c'est nettement moins probable. Le carré devenu viral ne constitue en rien une preuve de vie intelligente, et voici pourquoi. Tout d'abord, beaucoup s'alarment à l'idée que la nature ne trace pas de ligne droite. Or, cette affirmation est fausse. En vérité, la nature en génère fréquemment. Prenez par exemple la chaussée des Géants, en Irlande du Nord, une étendue spectaculaire de colonnes hexagonales en basalte. Ce phénomène est entièrement naturel, résultat direct d'une activité volcanique ancienne. On peut également citer la Tour du Diable, dans le Wyoming. Vous vous souvenez sans doute du film Rencontre du troisième type, sorti dans les années 80? Cette structure rocheuse symétrique s'est formée par simple érosion. Vue depuis l'espace, elle semblerait pourtant artificielle.
Alors, que penser de ce carré? Il pourrait tout simplement s'agir d'un schéma de fracture dans la roche, ou d'un terrain fissuré en ligne droite sous l'effet de la contrainte. Ce type de formation est courant sur Terre, lorsque la roche se dilate ou se contracte avec le temps. Sur Mars, où le sol subit en permanence l'impact de météorites, les vents violents et des écarts de température extrêmes, de telles contraintes sont inévitables. Il s'agit ici d'un cas typique de pareidolie, ce biais cognitif qui pousse notre cerveau à détecter des formes familières dans des motifs aléatoires. C'est un mécanisme que l'évolution a favorisé. Voilà pourquoi nous croyons parfois discerner des visages dans des troncs d'arbres, des animaux dans les nuages, ou des silhouettes dans des formations naturelles. Par ailleurs, la NASA photographie Mars depuis des décennies. Nous disposons d'images en haute résolution de cratères, de chaînes montagneuses, de vallées, de lits asséchés. Une civilisation ancienne n'aurait-elle pas laissé derrière elle, disons, quelque chose d'un peu plus probant qu'un simple rocher carré? Même en tenant compte de l'érosion, nous devrions repérer davantage d'indices. Routes, fondations, objets, ruines, au moins une trace tangible. Cela dit, il est vrai que l'on perçoit bien quelque chose. Ce carré n'est pas le premier phénomène martien à nous troubler. Au fil des années, on a cru identifier toutes sortes de choses, des tunnels au visage sculpté, et même Bigfoot, ou encore cette ouverture, parfaitement rectangulaire, semblable à une porte. C'est précisément ce que le public a cru apercevoir dans l'image des falaises orientales du mont Sharp, transmise par Curiosity. On pourrait presque y voir un ancien passage menant vers les profondeurs, comme s'il suffisait d'y entrer pour découvrir une base souterraine. La NASA a décidé d'examiner cette étrange ouverture de plus près. Résultat. Elle ne mesure que 30 cm de haut pour 40 cm de large, soit la taille d'une chatière. Ce que nous observons n'est donc pas une entrée, mais une fracture ouverte, une fente dans la roche formée naturellement avec le temps. Ce type de fissure est extrêmement répandu, aussi bien sur Terre que sur Mars. Il résulte de tensions dans le substrat rocheux, qui peut se dilater, se contracter ou s'éroder sous l'effet du vent et des siècles. Si vous traversiez un désert terrestre, vous croiseriez quantité de formes analogues. Les canyons, les falaises, voire les blocs de pierre présentent souvent des failles qui, sous le bon angle, évoquent des portes. La seule différence, c'est que la NASA ne les photographie pas. Quant à la supposée rectitude des lignes, elle n'était qu'une illusion d'optique due à l'angle de vue. En élargissant le champ, on découvre qu'il s'agit d'une simple entaille, dans une structure rocheuse, bien plus vaste. Songeons aussi au fameux visage de Mars, photographié en 1976 par la sonde Viking 1, alors qu'elle cartographiait la planète. Dans la région de Cydonia, elle a capturé une formation rocheuse d'environ 2 km de long, ressemblant à un immense visage humanoïde. Cette image à elle seule a suscité livres, films, documentaires et podcasts. Mais, à l'époque, les caméras embarquées sur les orbiteurs Viking n'étaient guère perfectionnées. La résolution était faible, les détails flous. Les missions suivantes disposaient d'instruments bien plus performants. En 2001, Mars Global Surveyor a revisité la région. Et cette fois, plus aucun doute n'était possible. Le visage n'était qu'une colline. Une structure rocheuse irrégulière, marquée de crêtes et de creux modelés par les vents et l'érosion. En 2006, une autre mission a permis de capturer une image en couleur, d'une précision remarquable, et le moindre vestige de visage s'était dissipé. Ces dernières années, les scientifiques ont fait 2 découvertes majeures sur notre univers. Grâce aux nouvelles technologies, nous avons pu jeter un coup d'œil dans son lointain passé, et nous avons appris quelque chose qui pourrait changer à jamais notre compréhension de l'univers. Quelles sont ces découvertes, et que signifient-elles pour nous? Découvrons-le dès maintenant. Récemment, nous avons découvert la première image en couleur du télescope spatial James Webb. Il s'agit d'un cliché époustouflant qui comprend des milliers d'anciennes galaxies. Cette lumière la plus ancienne de l'histoire de l'univers remonte à plus de 13 milliards d'années. C'est seulement 600 millions d'années après le Big Bang. C'est un peu comme si l'on jetait un coup d'œil dans l'album de bébé de l'univers. Mais ce n'était que le début. Les astronomes s'attendaient à trouver ainsi de jeunes et minuscules galaxies, mais ce qu'ils ont découvert a été une véritable surprise. Impossiblement précoce, impossiblement grande. Et tout cela à partir d'un minuscule point rouge. L'auteur principal de cette étude, Ivo Labbé, travaillait sur son ordinateur comme d'habitude, lorsque soudain il a obtenu 2 chiffres. Âge, 13,1 milliards d'années. Poids, 100 milliards d'étoiles.
Lorsqu'il a compris ce que cela signifiait, il a failli recracher son café. Mais ce point rouge n'était que le début. Le lendemain, ils ont trouvé 5 autres galaxies semblables. Il s'avère que ces 6 galaxies massives sont aussi vieilles que la Voie lactée elle-même. Toute l'équipe de chercheurs n'en revenait pas. Ils se sont dit « Attendez, quoi ? Ces galaxies n'auraient pas pu être aussi développées si tôt dans le temps. Avons-nous fait une erreur ?» Mais non. Le télescope spatial James Webb, le nouveau mec branché de l'espace, possède de sérieuses capacités. Il peut voir à travers les nuages de poussière grâce à sa vision infrarouge et repérer des galaxies jusqu'alors invisibles. Fini Hubble, il y a un nouvel observateur d'étoiles dans les parages. Mais pourquoi cette découverte a-t-elle tant changé la donne ? Eh bien parce qu'elle affecte notre compréhension de la formation des galaxies. Essayons d'expliquer. Il y a très longtemps, 13,8 milliards d'années pour être précis, notre univers est né. Il se la coulait douce pendant un certain temps, puis a commencé à former les premières galaxies. 6 galaxies étaient remplies de gaz et de poussière. Finalement, ce gaz a commencé à se transformer en étoiles. Certaines galaxies étaient plus massives et en comptaient davantage, tandis que d'autres étaient très plus légères et n'en comptaient presque aucune. Quoi qu'il en soit, elles se sont toutes développées progressivement. Les étoiles qui les composent sont nées lentement et sans heurts. C'est ce qu'expliquent nos modèles actuels. Mais les nouvelles observations du télescope spatial James Webb révèlent une surprise inattendue. Il semble que même au début de l'univers, nos amies anciennes avaient beaucoup d'étoiles. Bien plus que ce à quoi nous nous attendions. Si tel est le cas, ces galaxies sont en quelque sorte les surdouées du cosmos. Elles ont sauté la phase de croissance petite et graduelle pour devenir des briseurs d'univers géants. Selon notre modèle cosmologique actuel, elles ne devraient même pas exister. Et pourtant c'est bien le cas. Il semble donc qu'après le Big Bang, les étoiles se soient formées beaucoup plus rapidement que nous le pensions. Ce qui est assez étrange, cela pourrait signifier qu'il manque quelque chose dans notre compréhension de la formation des galaxies. Comme tu peux le constater, ces briseurs d'univers portent bien leur nom et risquent de produire un certain consensus parmi les scientifiques. L'univers s'est dit « Hey, je suis sur le point de bouleverser tous vos modèles cosmologiques. » Mais ne tirons pas de conclusions hâtives. De nombreuses théories pourraient expliquer ces découvertes stupéfiantes sans remettre en cause notre modèle standard. Par exemple, la lumière que nous observons ne provient peut-être pas des étoiles, mais des disques tourbillonnants qui entourent les trous noirs supermassifs. Tisseuses colosses cosmiques peuvent engloutir de la matière et recracher un spectacle lumineux éblouissant. L'œil avisé du télescope James Webb détecte ces énigmatiques disques d'accrétion comme jamais auparavant. Ou peut-être, ces galaxies jouent-elles à cache-cache avec nous ? Peut-être y a-t-il d'autres éléments de l'histoire que nous n'avons pas encore découverts. Après tout, l'univers est vaste et mystérieux, et nous ne faisons que commencer à en effleurer la surface. Oh là, ralentissons un peu. Avant même d'essayer d'expliquer tout cela, nous devons confirmer si ces anciennes galaxies sont vraiment si vieilles. Même s'il ne s'agit que de trous noirs supermassifs, il s'agit toujours d'un changement stupéfiant. Nous devrons attendre environ 1 an pour le savoir. Une chose est sûre, le télescope spatial James Webb nous a donné une précieuse leçon. Il faut s'attendre à l'inattendu. Et ce n'est que le début de celui-ci. L'équipe d'Ivo Labé n'est pas la seule à avoir fait une telle percée. Il y a aussi une équipe qui prétend avoir percé les secrets du passé de l'univers. Ce qui vaut 2 prix Nobel en soi. Faisons fi du télescope spatial, James Webb. Cette découverte est due à une antenne plus petite qu'un réfrigérateur et qui coûte un peu moins de 5 millions de dollars. C'est la chasse aux bonnes affaires dans l'espace. Les astronomes ont capté ce signal qui leur a réservé quelques surprises. Il provient des premières étoiles de notre univers, à l'époque où elles commençaient à peine à scintiller. On peut redire bonjour à nos ancêtres célestes. Le signal était plutôt étrange par ailleurs. Les températures étaient anormalement basses, et une onde très prononcée a laissé les astronomes perplexes. Quelle pouvait être la cause de tout cela ? Il existe une théorie. La matière noire pourrait être en cause. Si tel est le CA, nous pourrions être à l'aube d'une grande découverte. Imagine que tu regardes le ciel nocturne rempli d'étoiles, mais qu'il y a quelque chose d'autre que tu ne peux pas voir. C'est comme un manteau invisible qui recouvre l'univers tout entier. Les scientifiques appellent cette chose mystérieuse la matière noire. La matière noire est comme le fantôme de notre monde. Elle n'émet, n'absorbe ni ne reflète aucune lumière. Nous ne pouvons pas la voir avec des télescopes ou avec nos yeux.
C'est pourquoi nous l'appelons matière noire. Mais si nous ne pouvons la détecter d'aucune manière, comment savons-nous qu'elle existe? Grâce à son attraction gravitationnelle. Un jour, nous avons remarqué que notre compréhension de la création des galaxies était erronée. D'après nos calculs, elles auraient dû être constituées d'un amas de gaz chaotique. Mais quelque chose les a maintenues ensemble, les transformant en spirale, comme une sorte de colle invisible. Nous nous sommes alors demandé si cette colle invisible n'existait pas réellement. Si la Lune était invisible, nous soupçonnerions quand même qu'elle existe quelque part, parce que sa gravité affecte les marées de la Terre. C'est également le cas de la matière noire. Sa gravité influence le mouvement des galaxies et d'autres objets cosmiques. En fait, la matière noire représente une grande partie de l'univers, environ 27% de celui-ci. En outre, la matière normale, que nous pouvons voir, comme les étoiles, les planètes et les galaxies, ne représente qu'environ 5% de l'univers. Ainsi, même si nous ne pouvons pas voir la matière noire, il y en a en réalité plus dans l'univers que tout ce que nous pouvons distinguer. Les scientifiques tentent encore de déterminer si la matière noire existe et de quoi elle peut être constituée. Certaines théories suggèrent qu'elle pourrait être formée de particules exotiques, bien différentes des particules auxquelles nous sommes habitués. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une forme de matière étrange, encore non découverte, qui n'interagirait pas du tout avec la lumière. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un mystère intrigant. Et si nous confirmons un jour l'existence de la matière noire, notre compréhension du monde changera à jamais. Tu comprends maintenant pourquoi l'excitation de la communauté scientifique est palpable. Si cette découverte est confirmée, nous aurons la première preuve réelle de l'existence de la matière noire. Cette découverte pourrait même être plus importante que celle du Big Bang lui-même, car, comme le disent les astronomes, nous sommes faits de matière stellaire et nous entrevoyons donc notre origine. Mais bien sûr, as-tu déjà roulé sur des clous avec ton vélo? Si ça t'est arrivé au moins une fois, j'imagine que ce n'était pas intentionnel et que tu n'as aucune envie de revivre l'expérience. Maintenant, imagine que tu dois faire du vélo sur Mars. Sa surface est couverte de roches, de canyons, de volcans, de lacs asséchés, de cratères et de poussière rouge. À côté de ça, les clous dont je viens de parler semblent plutôt inoffensifs. Nos rousses terriennes ne sont absolument pas adaptées à ce terrain. Par conséquent, la NASA travaille depuis les années 60 à la création de prototypes adéquats pour la Lune et pour Mars. Ils ont testé les pneus en caoutchouc lisse, avec chambres à air remplies d'azote, les grandes roues souples en treillis métalliques et les pneus sans air, constitués de plusieurs centaines de fils d'acier enroulés. Le pneu à ressort, mais rien de tout ça n'a semblé convenir pour ces sols difficiles. Les roues du rover Mars Curiosity n'ont duré qu'un peu plus d'1 an et se sont sérieusement abîmées. Leurs pneus devaient faire face à 2 problèmes majeurs. D'abord, ils devaient être suffisamment résistants pour supporter l'énorme poids du véhicule. Les ingénieurs désiraient fabriquer un rover super efficace, différent des modèles qui avaient parcouru la Lune et Mars avant lui. Il fallait donc qu'il soit plus lourd. Un véhicule de ce genre a besoin de pneus très solides. Et, bien sûr, la surface de Mars est des plus irrégulières. Ils ont donc essayé de fabriquer des pneus en aluminium, un matériau léger et résistant, mais les roues n'ont pas tenu longtemps. Ces dommages n'ont pas empêché Curiosity de faire son travail, mais ils l'ont rendu moins efficace. Et c'est alors que la NASA a dû réinventer la roue. L'agence spatiale a décidé de remplacer l'aluminium par un alliage à mémoire de forme. Il s'agit d'un type de métal unique, le nitinol, un mélange de nickel et de titane. Contrairement à d'autres matériaux qui se déforment sous l'effet de la pression ou de la chaleur, cet incroyable matériau reprend sa forme initiale quelles que soient les circonstances. Le nitinol est donc un héros sur Mars, mais il est aussi utile sur Terre. Imagine que tes pneus ne crèvent plus jamais. Ce serait vraiment bien. Une entreprise a donc décidé d'utiliser cette technologie pour ses vélos. Les pneus sont en forme de tube et s'écrasent lorsque l'on roule sur une bosse. Et ils développent peu à peu une parfaite mémoire de forme. Ils sont censés être parfaitement adaptés pour les vélos gravel et les vélos tout-terrain. La surface métallique est recouverte d'une couche caoutchouteuse. L'entreprise a annoncé prévoir de rechapper les pneus une fois cette partie usée afin qu'ils durent des années. Les précédents modèles de pneus sans air étaient constitués d'une mousse brevetée censée pouvoir rouler sur 8000 km. Mais ils n'ont pas marché. Ils alourdissaient trop le vélo. Ce nouveau modèle devrait résoudre ce problème. Le nitinol fonctionne également très bien dans le domaine de la chirurgie cardiaque. Les tubes qui en sont constitués peuvent se dilater selon la température du corps. La mémoire de forme ne révolutionne pas seulement l'industrie du pneu.
Si tu dors aujourd'hui si bien sur ton matelas en mousse à mémoire de forme, c'est aussi grâce à la NASA. L'histoire de ce matériau remonte à 1966. La NASA avait décidé d'améliorer les sièges des astronautes afin d'atténuer les effets de l'accélération au décollage et à l'atterrissage. Créer un siège personnalisé pour chaque astronaute semblait très peu pratique, et c'est là que la mousse à mémoire de forme est entrée en jeu. Elle s'adapte facilement à la morphologie des astronautes et reprend sa forme lorsqu'elle n'est pas utilisée. Dans les années 80, on a commencé à l'utiliser pour le public. On la trouve aujourd'hui dans les matelas et les oreillers, dans les parcs d'attractions, sur les selles et dans les casques. La troisième génération contient des particules de gel et de la mousse viscoélastique. Elle utilise la chaleur corporelle pour se déformer, reprend sa forme en un clin d'œil, et tu as l'impression de dormir sur un nuage. Au cas où tu ne le saurais pas, les couvertures de survie ont été inventées par la NASA pour l'espace. Dans les années 60, ils se préparaient à quitter notre planète et cherchaient un matériau métallique fin et réfléchissant qui protégerait les navettes des radiations solaires. Et ils conçurent le matériau parfait, suffisamment résistant pour être utilisé comme isolant afin de protéger toute cette technologie coûteuse contre les variations de température. Depuis, on s'en sert dans presque toutes les missions hors de notre atmosphère. On l'utilise également dans les combinaisons pour protéger les astronautes des radiations et de la chaleur du Soleil lorsqu'ils s'aventurent dans l'espace. Sur Terre, les couvertures de survie sont utilisées par les marathoniens. La température de leur corps chute quand ils s'arrêtent de courir, et ils ont besoin de contrer cette réaction. En outre, on se sert de ce matériau magique comme doublure dans les étuis de téléphone pour protéger ceux-ci de la chaleur et du froid extrême. Au début des années 60, les casques des pilotes de ligne étaient très encombrants. Ils devaient souvent utiliser des micros portatifs pour communiquer. La NASA avait besoin d'une technologie plus fiable et plus légère pour ses missions, afin de s'assurer que les communications se déroulent sans problème. En 1961, la capsule Liberty Bell 7 s'est écrasée dans l'eau et l'astronaute Gus Grissom a failli couler sans transmission radio ni contact avec son équipe de sauvetage. La NASA a alors fait appel à une entreprise pour concevoir une oreillette qui pourrait être intégrée au casque des astronautes. 11 jours plus tard, l'équipe a mis au point un prototype qui pouvait être utilisé par les astronautes pour communiquer entre eux et avec la Terre. Il était même doté d'une fonction de réduction du bruit. Le casque a ensuite été amélioré et on l'a utilisé pour les missions Mercury et Apollo. Grâce à ce casque sans fil, le monde entier a pu entendre la célèbre phrase de Neil Armstrong lors de son atterrissage sur la Lune. La lyophilisation de la nourriture n'a pas été inventée par la NASA, mais elle l'a grandement améliorée pour ses longues missions Apollo. Lors de ses premières missions, les astronautes mangeaient des aliments en forme de cubes, des poudres lyophilisées, et ils devaient boire des semi-liquides dans des tubes d'aluminium. Pas exactement un repas de fête. Les astronautes n'étant pas satisfaits de ce régime, la NASA dut trouver une meilleure solution pour les missions Gemini. Les recherches aboutirent à la mise au point de sauces pouvant rapidement prendre une forme comestible une fois plongées dans de l'eau chaude. La lyophilisation consiste à faire cuire les aliments, à les congeler à basse pression puis à les réchauffer lentement dans une chambre à vide. Grâce à cette technique, les aliments conservent 98% de leur valeur nutritionnelle, avec seulement 20% de leur poids d'origine. La NASA n'a cessé d'améliorer cette technologie au cours des décennies. Aujourd'hui, les aliments lyophilisés sont d'une grande utilité pour les randonneurs, les secouristes et toute personne ayant besoin de voyager léger tout en bénéficiant d'une alimentation adéquate. Le thermomètre infrarouge, qui nous permet de vérifier la température à distance, a également été mis au point avec le soutien de la NASA. Il mesure le rayonnement thermique émis par le tympan, un peu comme on mesure la température des étoiles et des planètes. L'appareil est doté d'une lentille qui concentre la lumière de l'objet sur un détecteur qui convertit le rayonnement en un signal électrique, puis en une température lisible sur un écran. On l'utilise à de nombreuses fins, par exemple pour surveiller les températures dans les systèmes mécaniques et électriques, et pour le contrôle de la température des visiteurs dans les lieux publics. Je parie que tu ne t'en doutais pas. La technologie utilisée pour faire des selfies provient des caméras développées pour les missions interplanétaires. Dans les années 90, un laboratoire de la NASA, Jet Propulsion Laboratory, a développé un mini-système d'imagerie qui ne nécessitait pas beaucoup d'énergie pour prendre des photos de haute qualité depuis l'espace. On utilise aujourd'hui cette technologie sur nos téléphones portables et nos ordinateurs.
Et si l'on remonte aux années 60, on trouvera des preuves que l'idée des selfies pourrait provenir des astronautes. Edwin Buzz Aldrin, le deuxième homme à avoir marché sur la Lune, a pris des selfies. Préparez-vous à décoller, car la NASA nous annonce des nouvelles passionnantes. Vous voulez découvrir le monde fascinant de Titan, la Lune de Saturne. L'engin révolutionnaire Dragonfly de la NASA devrait décoller en 2027 pour explorer ce mystérieux objet spatial. Laissez-moi vous présenter Titan. Il s'agit d'un corps céleste glacé dont l'atmosphère est remplie d'azote et qui pourrait même posséder un océan souterrain. Titan abrite également des rivières et des lacs à sa surface. Mais devinez quoi? Ils ne sont pas remplis d'eau comme sur notre belle planète. Ils contiennent du méthane. Voyons maintenant quelles sont les références célestes de Titan. Ce n'est pas une lune comme les autres. C'est la deuxième plus grande de tout notre système solaire. Elle n'est que 2% plus petite que la plus grosse lune de notre voisinage, Ganymède, proche de Jupiter. La taille de Titan fait même honte à Mercure. Et ai-je mentionné que son atmosphère est 4 fois plus dense que celle de la Terre? Grâce à la faible gravité et à l'atmosphère épaisse de cette lune, Dragonfly est le compagnon robotique idéal pour découvrir ses trésors cachés. Passons à l'engin lui-même, la star de la prochaine mission de la NASA sur Titan. Ce drone cosmique n'est pas un explorateur comme les autres. Équipé d'une panoplie de gadgets étonnants, Dragonfly est comme un laboratoire volant prêt à percer tous les secrets de Titan. Il s'agit de la première sonde interplanétaire de type atterrisseur à rotor. Et elle a été conçue pour nous faire vivre une expérience spectaculaire. Et ne vous fiez pas à son nom. Cette libellule ne se contentera pas de bourdonner au hasard. C'est une merveille technologique capable de planer sur plusieurs kilomètres entre différents endroits de la surface de Titan. Elle est un peu comme un Uber cosmique pour les scientifiques. Et puisqu'on parle de technologie, Dragonfly transporte un équipement vraiment cool. La sonde sera équipée d'un instrument nommé Draco, qui permettra de prélever des matériaux sur Titan, tandis que le spectromètre de masse de Dragonfly, ou DRAMES, analysera la composition de ces échantillons. Mais comment sommes-nous tombés sur Titan? Le 25 mars 1655, un astronome néerlandais explorait le cosmos avec son télescope. Et voilà qu'il aperçoit quelque chose d'étonnant. C'est Titan, la plus grosse lune de Saturne. Près de 300 ans plus tard, en 1944, un autre astronome très cool est entré en scène. En faisant des expériences avec la lumière, il a découvert que Titan avait en fait sa propre atmosphère. L'histoire ne s'arrête pas là. En 1979, la sonde Pioneer 11 a décidé de faire un tour dans le système de Saturne. Elle a confirmé toutes les hypothèses intéressantes que les scientifiques avaient formulées au sujet de Titan, comme sa température et sa masse. Cependant, il y avait une petite erreur. Ces scientifiques pensaient que Titan était la plus grosse lune de tout le système solaire. Et non, raté. Quoi qu'il en soit, Titan possède une atmosphère mystérieuse et dense qui tient tout le monde en haleine. Passons maintenant aux années 1980, lorsque les sondes Voyager 1 et 2 font leur grande entrée dans l'espace. Ces explorateurs cosmiques ont survolé Saturne et ont voulu observer la surface de Titan. Mais Titan a alors décidé de jouer à cache-cache avec eux. Son atmosphère brumeuse ne permettait pas de voir ce qui s'y passait. Et tout ce que les deux Voyagers ont réussi à capturer, ce sont des images d'un monde orange et solitaire. Cependant, ils ont repéré une jolie brume bleue dans la haute atmosphère. Les choses ont commencé à devenir vraiment passionnantes dans les années 1990. Le télescope spatial Hubble s'est joint à la fête et a décidé de prendre des clichés de Titan à l'aide d'une lumière infrarouge spéciale. Ce dispositif astucieux a réussi à percer la brume, et voilà, les images de Hubble ont révélé des zones de différentes couleurs sur Titan, un peu comme un gigantesque échiquier cosmique. Nous savons maintenant qu'il y a même un point lumineux aussi large que l'Australie. Cependant, malgré ces images fantastiques, le mystère de ce qui se cache sous la brume de Titan n'était toujours pas résolu. C'est en 2004 que Cassini et son acolyte européen, la sonde Huygens, sont allés faire un tour par là-bas. Ils formaient un duo parfait pour affronter Saturne.
Cassini a commencé à tourner autour de la planète aux beaux anneaux et a immédiatement concentré son attention sur Titan. Puis le grand moment est enfin arrivé. Le 14 janvier 2005, la sonde Huygens a percé l'atmosphère de Titan. Au cours de sa descente, Huygens a recueilli toutes sortes de données étonnantes, en prenant des photos et en analysant l'atmosphère. La sonde a ensuite transmis ces précieuses informations à Cassini, qui, tel un coursier cosmique, nous les a envoyées, à nous les terriens qui attendions avec impatience. Au cours des 13 années suivantes, Cassini s'est approché de Titan plus de 100 fois, utilisant toutes sortes d'instruments sophistiqués pour observer la surface et l'atmosphère de la Lune. Les scientifiques ont enfin pu confirmer que Titan possédait des nuages, des lacs et des rivières, et que de la pluie tombait même à sa surface. Heureusement pour nous, Titan n'est pas la seule lune de notre système solaire susceptible d'abriter de la vie. Prenez la merveilleuse lune de Neptune, Triton. C'est la plus grande lune de cette planète, mais c'est aussi une vraie curiosité. Parmi toutes les lunes que nous connaissons, seules 5 ont une activité géologique. Et devinez quoi? Triton fait fièrement partie de ce club prestigieux. Elle possède même des geysers qui crachent de l'azote gazeux. Imaginez Triton comme une fashionista dans une belle robe de glace. Sa surface est principalement constituée d'azote gelé, ce qui lui donne un air glacial. Si vous vous y rendez un jour, n'oubliez pas d'emporter un épais manteau. Vous vous demandez peut-être comment Triton parvient à se réchauffer dans un environnement aussi froid. Eh bien, elle dispose d'une arme secrète, les forces de marée. Triton et Neptune se livrent à une magnifique danse cosmique qui génère une friction gravitationnelle. Et cela semble produire de la chaleur, ce qui contribue à réchauffer les eaux de Triton. À force de parler de chaleur, vous vous attendez peut-être à ce que je vous dise qu'il pourrait y avoir de la vie sur Triton. Hélas, c'est à peu près aussi probable que de découvrir une licorne faisant du skateboard. Voyager 2, la seule mission à avoir survolé Triton, a effectué son voyage en 1989. Et si vous espérez qu'une autre mission se rende bientôt sur Triton, disons que les étoiles ne s'alignent pas exactement en votre faveur. Littéralement. La possibilité d'une mission vers Triton ne se présente que tous les 13 ans, car notre planète et Jupiter doivent être parfaitement alignés pour qu'un atterrissage puisse avoir lieu. Les scientifiques utiliseraient l'attraction gravitationnelle de la plus grande planète de notre système solaire pour déposer en toute sécurité une sonde sur Triton. Parlons maintenant de l'éléphant dans la pièce, ou plutôt de l'ours polaire. Il fait si froid sur Triton que les chances de survie y sont aussi minces qu'un cure-dent. Désolé, petits microbes potentiels, vous aurez peut-être besoin de quelques pulls supplémentaires pour vous installer ici. Même si Triton n'est pas l'endroit le plus accueillant pour la vie, c'est un joyau céleste qui mérite d'être exploré. Les scientifiques pensent que Triton n'a pas toujours fait partie de la famille de Neptune. En fait, Triton vaquait probablement à ses affaires, traînant sans but dans la lointaine ceinture de Kuiper. Neptune, avec sa puissante force gravitationnelle, a alors arraché Triton et en a fait une lune à part entière. À l'instar de notre fidèle satellite, Triton est lui aussi pris dans un face-à-face permanent avec Neptune. L'une des faces de Triton a toujours les yeux rivés sur la planète. Quant au destin de cette lune étonnante, les choses ne sont guère réjouissantes à long terme. Elle se rapproche déjà chaque jour un peu plus de Neptune. Vous vous demandez peut-être pourquoi? Le problème réside dans les interactions de marée, qui ne jouent pas vraiment en faveur de notre sympathique satellite. Son orbite s'étiole. C'est comme si elle se rapprochait au ralenti de sa planète. Les scientifiques prévoient que dans environ 3,6 milliards d'années, Triton franchira une frontière invisible. Si les calculs actuels sont corrects, 2 scénarios sont possibles. Soit le satellite entrera en collision avec l'atmosphère de Neptune, soit il se brisera en petits morceaux. Dans ce dernier cas, un tout nouveau système d'anneaux se formera autour de Neptune, à l'instar de celui que l'on observe aujourd'hui autour de Saturne. Triton n'est pas le seul satellite qui pourrait finir de la sorte. Phobos, l'une des lunes de Mars, devrait également se désintégrer, et ce plus tôt, d'ici 30 à 50 millions d'années. Jupiter a 79 lunes connues et les 4 plus grandes qui sont particulièrement intéressantes sont appelées les lunes galiléennes.
Elles ont été nommées d'après Galileo Galilei, qui les a découvertes au XVIIe siècle. Elles ont quelque chose en commun, mais en même temps, elles sont toutes très différentes. Europe est la plus petite des lunes galiléennes, avec un diamètre de 3000 km. Elle tourne autour de Jupiter tous les 3 jours et demi. Les premières images que nous avons reçues de cette lune ont été prises dans les années 1970. Sa surface est principalement constituée de glace d'eau. La surface d'Europe est creusée de longues fractures, souvent larges d'1 kilomètre, qui peuvent s'étendre sur des milliers de kilomètres. Elles se sont probablement formées lorsque la croûte s'est écartée sous l'effet des forces de marée dans le mystérieux océan qui se trouve sous la surface. En 2012, les scientifiques ont découvert des panaches de vapeur d'eau en éruption près de son pôle sud, s'élevant jusqu'à 200 km d'altitude. Ces panaches peuvent nous aider à découvrir ce qu'il y a à l'intérieur d'Europe sans avoir à y atterrir. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir un magnifique océan caché à 15 à 25 km sous la surface solide. Cet océan pourrait avoir une profondeur de 65 à 160 km. Même s'il ne fait que 1/4 du diamètre de la Terre, il contiendrait 2 fois plus d'eau que tous nos océans réunis. Cet océan est un environnement potentiel pour certaines formes de vie. Les scientifiques pensent que toute la croûte de glace flotte sur cet océan. Elle fait probablement une rotation complète autour d'Europe une fois tous les 12 000 ans. Sur l'image prise par le vaisseau spatial Galileo, on peut voir de petites taches marron foncé. Elles font 10 km de large et se sont formées lorsque des matériaux chauds et moins denses sont arrivés à la surface. Ils ont soit poussé la croûte, soit ils l'ont entièrement traversée. La surface d'Europe est constituée de terrains dits chaotiques. Ce sont des zones rugueuses entourées d'une surface plus lisse. Son équateur pourrait être recouvert de pointes de glace appelées pénitentes qui peuvent faire jusqu'à 15 mètres de haut. Nous en avons aussi sur Terre, surtout dans les zones sèches à haute altitude. Mais aucune d'entre elles n'est aussi grande que celle d'Europe. Notre Lune compte plus de 5000 grands cratères d'un diamètre de plus de 25 km. La surface d'Europe manque de cratères d'impact et ne semble pas avoir plus de 50 millions d'années. Cela signifie que la surface d'Europe change et se reforme en permanence. Cette Lune est glacée et est l'un des objets spatiaux solides les plus lisses de notre système solaire. Pour cette raison, elle est 5 fois plus brillante que notre Lune. Europe est soumise à un souffle constant de radiation provenant de Jupiter. Il est tellement fort que nous ne tiendrions même pas une journée là-bas. Europe est 5 fois plus éloignée du centre de notre système solaire que la Terre, ce qui signifie qu'elle ne reçoit presque pas de chaleur du Soleil. Elle peut donc rester gelée, puisque la température moyenne est de moins 160 degrés Celsius à l'équateur et de moins 220 degrés Celsius au pôle. Il y a environ 40 ans, la sonde spatiale Voyager 1 s'est approchée de la lune rocheuse Io et a découvert que c'est une championne volcanique de notre système solaire. Io est la 5e lune la plus proche de Jupiter. Elle a 4,5 milliards d'années, presque le même âge que Jupiter elle-même. Sa taille est similaire à celle de notre Lune et elle a même une densité et une gravité similaires. De nombreuses lunes de notre système solaire sont composées de silicates et de glace d'eau, mais Io est faite de roches de fer et de silicates. Tu pourras voir de magnifiques aurores polaires sur Io. Comme cette lune tourne autour de Jupiter, les aurores changent de luminosité en permanence, mais elles sont toujours là. Io est relativement proche de Jupiter, à près de 420 000 km au-dessus du sommet de ses nuages. Si tu pouvais te tenir sur Io et regarder Jupiter, elle apparaîtrait presque 40 fois plus grosse que notre Lune dans le ciel. Observer les étoiles là-bas serait incroyable. Io a besoin de 42,5 heures pour tourner autour de Jupiter. Notre Lune a besoin de presque un mois. À certains moments, l'effet de marée d'Io peut atteindre jusqu'à 100 mètres. C'est similaire à ce que nous avons sur Terre. La gravité de notre Lune provoque des marées océaniques. Io n'a pas d'océan, mais le sol lui-même bouge. Il monte et descend. Un peu comme un ascenseur qui monte et descend dans un immeuble de 30 étages. La gravité de Jupiter et de ses autres grosses lunes affecte Io. C'est pourquoi les marées du sol solide à sa surface sont plus de 5 fois supérieures aux plus hautes marées océaniques de notre planète. Tout cela rend Io si chaude à l'intérieur que certains de ses matériaux internes fondent, bouillonnent et tentent de s'échapper par tous les moyens possibles.
Cela finit par créer un trou dans le sol qui se transforme ensuite en volcan. En termes volcaniques, Io est le corps le plus actif de notre système solaire. Elle en compte plus de 400, dont 150 sont en éruption permanente. Certains d'entre eux projettent leur panache de gaz chaud à 320 km dans l'espace. Il serait difficile de s'y promener car il s'agit essentiellement d'un monde assez intense de plaines inondées de roches liquides, d'énormes coulées de lave, de multiples lacs de lave et de montagnes géantes qui s'effondrent. Ganymède, la plus grande lune connue du système solaire, abrite aussi le plus grand océan d'eau. Elle est 26% plus grande que Mercure en termes de volume, mais elle est moins dense. Cette lune géante possède une épaisse croûte de glace d'eau de 145 km de profondeur. Il pourrait y avoir un énorme océan d'eau liquide en dessous, s'étendant sur 100 km de profondeur, ce qui est environ 10 fois plus profond que le point le plus profond des océans sur Terre. La sonde spatiale Voyager y a aussi détecté des calottes polaires faites de givre d'eau. Ganymède est composé à moitié de roches et à moitié d'eau, y compris de minuscules quantités de métaux et de glace. Son atmosphère est très fine et ne contient pas d'oxygène. Son océan ne contient très probablement pas de vie. La Terre est un excellent exemple de la façon dont certains microbes et créatures peuvent survivre en profondeur sans la lumière du Soleil. Mais l'océan de Ganymède est si profond et la pression est si forte que l'eau au fond est probablement comprimée et redevient de la glace. Certaines formes de vie dans les zones les plus profondes de notre océan survivent grâce aux évents géothermiques qui éjectent des minéraux. Comme il y a probablement une épaisse couche de glace entre l'océan et le noyau, ce n'est pas le cas sur Ganymède. Mais l'océan y est salé et comporte plusieurs couches divisées par des couches de glace. S'il y a la moindre chance d'y trouver une forme de vie, elle pourrait se trouver dans la partie où le noyau rocheux est en contact avec la couche glacée la plus interne. Sans toute cette eau et cette glace, Ganymède est la seule lune de tout le système solaire à posséder un champ magnétique. Cela est rendu possible par son noyau liquide. Ganymède fait le tour de Jupiter environ une fois tous les 7 jours. Son orbite est excentrique, c'est-à-dire qu'à certains moments, elle est plus proche de Jupiter. Ganymède, Io et Europe ont des forces gravitationnelles qui s'influencent mutuellement. Le temps que Ganymède tourne autour de Jupiter une fois, Europe effectue 2 orbites, et Io en fait 4. Un tiers de la surface de Ganymède contient de grandes régions sombres, tandis que les 2 autres tiers sont plus clairs. Les zones sombres sont plus anciennes et contiennent plus de cratères. Les zones plus claires ont de longues crêtes et des rainures d'environ 700 mètres de haut et des milliers de kilomètres de long. Callisto, la 3e plus grosse lune du système solaire, avec 4800 km de diamètre, a besoin de 17 jours terrestres pour tourner autour de Jupiter. Son atmosphère est très fine, sa surface comporte de nombreux cratères d'impact, mais son ancienne croûte est essentiellement la même depuis plus de 4 milliards d'années. Lorsqu'une planète est géologiquement active, comme la Terre, certaines choses peuvent effacer la plupart des preuves des impacts passés. L'eau, les volcans, les mouvements des plaques tectoniques, l'activité humaine et le temps. Tout cela modifie la surface. Callisto n'a connu aucun de ces phénomènes. Les scientifiques pensent que cette lune était autrefois un monde océanique qui a fini par geler. Elle a été frappée par des météores de temps en temps, mais elle est globalement restée intacte. Pourtant, elle possède des cratères assez impressionnants, comme Valhalla, le plus grand cratère à anneaux multiples de notre système solaire, qui mesure 4000 km de diamètre. Les principaux cratères sur Callisto contiennent plus d'anneaux que ceux des autres corps célestes. Ce qui a frappé cette lune était suffisamment gros pour avoir perforé la fine croûte, ce qui a permis à l'eau de se répandre à la surface. Et sous cette fine croûte, il pourrait y avoir un océan salé ou de la glace molle. La sonde spatiale Galileo a détecté que le champ magnétique de Jupiter ne pouvait pas traverser cette lune, probablement à cause d'une couche d'eau d'au moins 10 km d'épaisseur. C'est pourquoi il est difficile d'explorer Callisto. Les lunes comme Europe ont des évents qui éjectent l'eau des océans souterrains. Mais pour explorer Callisto et en découvrir davantage sur son passé, il faudrait utiliser la méthode ancienne, creuser à travers la croûte. Si nous voulions explorer les parties extérieures de notre système solaire, Callisto serait un endroit idéal, car les radiations de Jupiter ne l'atteignent pas. Nous y serions donc plus en sécurité que sur certaines autres lunes intérieures.